ce qui m'a amené à m'intéresser à ça, comme je l'ai dit, je vais toujours là où les gens ne m'attendent pas. Je vais là où c'est toujours innovant, où je me projette en général dans 5 ou 10 ans. La relève est assurée, il y a même des formations en community management, ce qui n'existait pas en 2009. Je suis vraiment contente de voir que ce métier pour lequel je me suis intéressée en 2009, aujourd'hui est devenu l'un des métiers, l'un des secteurs qui recrutent le plus dans les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. Parce que moi aussi, j'investis en bourse, la bourse régionale des valeurs mobilières. Et ça aussi, il faut inciter les gens aussi à comprendre qu'il y a tout ça qui est là. Les personnes ne savent pas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Madame Edith Brou, qui est l'une des figures emblématiques du digital en Côte d'Ivoire. En fait, pour ceux qui ne la connaissent pas, faites un tour sur sa page YouTube. Vous allez voir tout le contenu de qualité qu'elle a mis sur les réseaux depuis un moment. Et aujourd'hui, elle va nous dire qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui parce qu'elle a beaucoup migré sur le plan professionnel. Bonjour Edith. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien toi-même. Je vais très bien. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci pour l'accueil. Aquaba. Les Ivoiriens sont très accueillants. Je me sens chez moi en tout cas. C'est notre empreinte. Oui, ça c'est sûr. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement? Concrètement, on va dire que je me la coule douce, ouais, c'est vrai. Non, concrètement, je suis je pense à la 3e étape de mon parcours, donc de ma vie. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. J'ai beaucoup fait dans l'exécution, dans la stratégie digitale, stratégie de communication digitale ces 10 dernières années, où j'ai été moi-même community manager, j'ai été moi-même digital manager, où j'ai eu à créer aussi à un moment donné ma propre agence de com digital et tout, où j'étais à fond dans les deadlines avec les clients, il fallait défendre des projets avec des collaborateurs, il fallait les former, les coacher et tout. J'ai beaucoup fait de com digital à un moment donné. Et puis je me suis dit, oui, fais une pause. Bon, même pas une pause, passe la main. Voilà. Donc, passer la main, c'est-à-dire, surtout avec mes anciens collaborateurs qui, pour la plupart, soit bossent dans des agences de communication digitale qui ont pignon sur rue en ce moment, qui sont épanouis, ou des collaborateurs qui ont même créé leur propre agence de communication digitale, qui sont épanouis. Ce sont des agences qui se développent bien. Et je suis vraiment fière de voir que cette relève-là est assurée. En tout cas, cette relève d'experts en communication digitale à tous les niveaux, qu'ils soient au niveau du social media management, community management, whatever. Je suis vraiment satisfaite de voir que la relève est assurée. Il y a même des formations en community management, ce qui n'existait pas en 2009 jusqu'en 2016, hein, on va dire. Donc, je suis vraiment contente de voir que ce métier pour lequel je me suis intéressée en 2009, aujourd'hui est devenu l'un des métiers, l'un des secteurs qui recrutent le plus dans les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. Super. Alors, il y a 10 ans, tu rentrais dans le digital. Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que le digital représente une opportunité? Et particulièrement en Afrique, parce qu'en Afrique, le taux de digitalisation, il y a 10 ans, était très faible. Mais comment est-ce que toi, tu as su que c'était une opportunité? En général, j'aime aller là où les gens ne vont pas. Parce que s'il n'y a personne dans un espace, on va dire, vierge, et que vous sentez qu'il y a du potentiel, mais que personne ne le voit, autant se positionner dès maintenant. Et voilà, à cette époque-là, en 2005, en tout cas 2005-2006, même quand j'étais encore à la fac et que je faisais des stages chez ma grande sœur qui était dans la production audiovisuelle. Je rappelle que la production audiovisuelle, c'est mon premier amour aussi. Même si je suis très geek, très tech, c'est mon premier amour. Et même quand je faisais des stages chez elle, pendant les heures perdues, je passais du temps à regarder des sites web, des blogs. Donc c'est comme ça que j'ai découvert et tout. Et voilà, donc ce qui m'a amené à m'intéresser à ça, comme je l'ai dit, je vais toujours là où les gens ne m'attendent pas. Je vais là où toujours c'est innovant, c'est toujours innovant, où je me projette en général dans 5 ou 10 ans. Parce que je me dis, dans ce secteur, si on se positionne maintenant, dans 5 ou 10 ans, ça sera la ruée vers l'or.
autant être là au départ et être pionnier, et puis de laisser son empreinte, et puis quand tout le monde vient après, toi, tu as fini tout ça. Voilà. Et en général, c'est toujours comme ça que je me positionne. Donc là, maintenant, c'est vrai que je suis vraiment à fond dans tout ce qui est crypto, tout ce qui est blockchain et tout ce qui est NFT. Parce que pour moi, même si ça existe depuis 2009, hein, bizarrement, ça existe depuis 2009 et je ne m'étais même pas rendu compte. C'est les plus geeks encore qui étaient à fond dedans. Mais pour moi, dans 5 ans, 10 ans, il y aura énormément de métiers liés à la blockchain, ça existe déjà, mais énormément de métiers liés à la blockchain, énormément de métiers liés à la crypto-monnaie et à tout ce qui est NFT. Okay. Donc, c'est la prochaine étape, je suis dedans. Oui, on reviendra dessus. Bien sûr. Alors, lorsque tu te positionnes dans le digital, les entreprises te font confiance pour leur communication digitale. Comment est-ce que tu réussis à les convaincre que c'est important pour eux de tenir compte aussi de cet aspect, même si ce n'est pas encore considéré dans notre environnement? Bah, il y a le réseau, il y a la communauté, puis il y a la chat. Après, voilà, tout ça réuni permet de pouvoir, devant un client, expliquer, justifier l'intérêt pour lui, de pouvoir avoir ses réseaux sociaux gérés par une jeune femme comme moi, avec sa petite équipe. Et puis derrière, on a quand même, à un moment donné, la chance, en tout cas, j'ai eu la chance quand même à un moment donné, lorsque, en 2012, j'implantais People Input, qui est une agence de communication digitale, qui est digital native, et dont j'ai implanté la succursale ivoirienne en 2012. Notre premier client, c'était Orange Côte d'Ivoire. À l'époque, Orange Côte d'Ivoire n'avait pas réellement de réseau social, de page sur Facebook. Et ils nous ont fait confiance, même en étant un opérateur de cette taille. Et forcément, ce genre de référence, lorsque vous rencontrez des clients, ça sert toujours en fait. Donc de référence en référence, d'opérateurs télécoms en banque, ou bien de géants de l'agroalimentaire, en spécialistes du luxe et tout. Voilà, c'est des références qui vous suivent et après, c'est assez évident de convaincre. Et aussi peut-être que quand vous avez peut-être quelqu'un comme moi qui est très actif sur les réseaux sociaux, qui a une communauté qui la suit et qui a l'habitude d'aller couvrir des conférences de presse à l'étranger pour la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement, qui a de bonnes relations avec les communautés digitales, ça aide aussi. Ça aide, c'est sûr, ça aide. Mais à un moment donné, tu as abandonné tout cela pour suivre ton chemin dans la télé et dans d'autres activités. Alors, comment s'est passée cette transition? J'ai eu un burn-out, donc fin 2019. Un burn-out, c'est-à-dire que j'étais fatiguée. Je pense que j'avais accumulé beaucoup de fatigue. Pour moi, je tournais en rond. J'avais besoin de me renouveler. Comme je disais, j'avais fait le tour, voilà, comme digital. J'avais plus cette passion, cette flamme des débuts où voilà, il y a l'excitation de travailler sur un nouveau projet, sur la stratégie de nouveaux clients, donner vie à son identité numérique sur les réseaux sociaux, faire adhérer des communautés à la marque et tout. Il n'y avait plus ça. Et donc, le burn-out a suivi et tout, une fatigue qui s'est mêlée à ça et tout ça. Puis je me suis dit non, en fait, c'est bon, fais une pause, arrête. Et puis, tu as fait tout ce que tu devais faire dedans. Voilà, il y a tous ceux qui sont derrière là, qui suivent. Il y a un bon cru derrière. Il y a mettons des formations dans le digital. C'est devenu un métier qui emploie beaucoup, où la demande en main-d'œuvre, en ressources humaines est importante. Voilà, tu as fait ton truc. Fais ce qui te plaît. Essaie autre chose. Parce qu'en général, j'aime essayer. J'aime tenter, j'aime découvrir des choses qui résonnent avec ma personnalité. Et bon, quand on m'a proposé, parce que la télé, c'est quand même depuis 2 ans. Je veux dire, en 2019, il y avait quand même depuis 2 ans, donc dès, je vais dire 2017, il y avait déjà une approche aussi de Live TV, que je puisse faire partie de leur team de chroniqueurs, d'animateurs. Et ils m'ont relancé à ce moment-là, en 2020. J'ai dit pourquoi pas, puisque mon premier amour aussi, c'était l'audiovisuel. J'ai tourné dans des séries et tout à l'époque. J'ai été script, j'ai été secrétaire de production audiovisuelle quand j'étais en stage encore, quand j'étais à l'université. Donc je me suis dit, why not? C'est une autre expérience. Là, on nous voit.
c'est différent, c'est du live, donc essayons. Voilà. Et j'ai dit oui. Alors, j'ai une question. Alors, tu as travaillé avec beaucoup de CM, de community manager, tu en as recruté et certainement tu continues à coacher, mentorer certains panneaux. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est un métier qui nourrit son homme? Bah oui. En tout cas ici, hein. Franchement, vu que je payais moi-même en tant que business manager de l'entreprise pour laquelle je bossais et moi-même ensuite pour mon agence, voilà, je vois les salaires que... C'est quoi les tranches? Voilà, je veux dire, pour un stagiaire par exemple, en tout cas pour qui on sent qu'il y a du potentiel, voilà, tu démarres à 150 quoi. Ok. 150, c'est la base. Et après, quand tu passes junior, quand tu fais peut-être 1 ou 2 années, tu peux te retrouver à 250, 300. Et puis quand tu es senior, à un moment donné, tu sais que tu peux demander 500 jusqu'à 800 000. Wow. Mais parfois même jusqu'à 1,2 million quand tu es vraiment à un top level, parce que tu as des années d'expérience et tout, tu peux arriver jusqu'à 1,2 million, 1,5 million max. Mais tu sais aussi que de nos jours, plusieurs personnes, juste parce qu'elles savent animer une page, répondre à des questions, se déclarent community manager. Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il faut nécessairement se former pour devenir un community manager? Après, il n'y a plus d'excuses. À mon époque, il n'y avait pas de formation. Moi, je me suis formée sur le tas. Voilà. Je me suis formée sur le tas. J'ai fait des modules de formation, par exemple sur Open Classroom, des renforcements de capacités pendant des forums auxquels je participais, où il y avait des formations. Mais j'ai tout appris sur le tas. Et le secteur de la communication digitale évolue à la seconde. Ah, oui. Le Facebook qu'on a connu n'est pas le Facebook d'aujourd'hui. Ah, ça c'est vrai. Je veux dire, la page que moi, sur laquelle je travaillais en 2010, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Pareil pour Twitter, pareil, LinkedIn même, c'était encore pire. LinkedIn, c'était répulsif. Ça donnait même pas envie de passer du temps là-dessus. Donc, tout a changé. Et les modes de fonctionnement ont changé. La publicité, le targeting de la publicité a changé. Tout a changé et ça évolue à la minute, on va dire. Donc, un community manager, ok, il peut se former sur le tas, il peut être passionné par ça. Mais après, ça à l'épreuve du client. Tu auras beau dire, oui, je suis un community manager. Ok, tu es un community manager, puisque tu gères une communauté sur les réseaux sociaux. Tu peux gérer la communauté de ton église, bien la communauté de la mosquée et tout. Mais à l'épreuve d'un projet, d'un client qui est exigeant, tu sauras si tu es un community manager ou pas. S'il est satisfait, s'il n'est pas satisfait. Et puis, ça dépendra du nombre de projets que tu auras gérés. Donc, c'est vrai, la formation, il faut se former au quotidien parce que ça change tout le temps. Exactement. Un community manager, c'est pas juste le gars qui poste maintenant sur les réseaux sociaux. Un community manager, c'est quelqu'un qui est capable de gérer une campagne Google AdSense. C'est quelqu'un qui est capable de gérer une campagne Facebook Ads. Et ne pas brûler le budget. C'est très complexe. Donc, pour ça, il faut tout le temps être à jour de ce qui se fait. Quand il y a des changements de dimension, des images, les photos de couverture, ça demande du temps, non? Des règles de violation de communauté, tout ça. Totalement, il faut être à jour, il faut se frotter aux autres community managers, voir ce qui se fait, que ce soit des community managers dans votre pays, ou dans la sous-région, ou à l'extérieur, pour participer à des conférences, pour se mettre à niveau. À l'épreuve du client, c'est là qu'on sait qu'on est un community manager. C'est lui qui va valider ou pas. Super. Alors, tu as dit que tu aimes les aventures. En ce moment, tu travailles beaucoup dans la blockchain. Il y a aussi une grosse polémique de crypto-monnaie en Afrique aujourd'hui. Récemment, je ne sais pas si tu as suivi la polémique autour de l'Hyperman, tout ça. Est-ce que tu faisais partie, tu avais cette crypto-là dans ton portefeuille? C'est des choses lesquelles tu vois que c'est du scam à fond. C'est pour ça que les gens doivent se former, s'informer. C'est tellement visible en fait que, voilà, je me lève, je déclare que je vais abolir la pauvreté. Même Bill Gates ne peut pas abolir la pauvreté, ne peut pas faire disparaître la pauvreté. En tout cas, ça faisait partie de ses discours. Pour ce que j'ai vu dans les articles que j'ai lus et tout. Voilà, c'est pour ça qu'il est important de se renseigner. Voir si ce genre de personne fait partie d'une communauté de développeurs, peut-être qui a peut-être des rapports avec la Silicon Valley, son background. En fait, c'est facile de savoir quand quelqu'un veut vous scammer. Et puis de toute façon, on scamme à tous les niveaux. Que ce soit dans la vie réelle ou pas, on vous scamme.
Quand je prends le mobile money, combien de gens ne se sont pas fait avoir parce qu'on oui. leur envoie un message de oui, Ça, vous vrai. avez gagné un jeu, mais pour pouvoir retirer votre lot, vous devez envoyer 10 000 francs. Vous devez envoyer 100 000 francs. Ah non, il y a un concours pour entrer dans la fonction publique. Ah, pouvoir, vous devez envoyer. Et comme souvent on aime la facilité, Oui. parce que je pense que la plupart de ceux qui se sont fait scammer étaient à la recherche du gain facile. Ça. Parce que quand vous promet des retours sur investissement astronomiques, il faut se poser la question. On se pose aussi la question, mais on se dit non, si je rentre maintenant, je vais me faire un peu de fric, et puis après, ceux qui vont venir après, bon, eux, voilà, ils vont se débrouiller, quoi. Oui. Et c'est un schéma de Ponzi. C'est visible à fond. Il y a plein d'autres, je ne vais pas citer ici, qu'on connaît, qui essaient de vous recruter pour acheter, je ne sais pas, une boule magique, là. Si vous arrivez à revendre la boule magique, voilà, ce qu'on appelle marketing de réseau. Voilà. Tout ça, c'est des scams. Tout le monde sait. Mais c'est grave ce que tu es en train de dire. En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit « do your own research ». C'est-à-dire que vous n'allez pas voir les paroles de quelqu'un. Soit vous êtes conscient et vous savez que si vous rentrez tout de suite dans le game, comme on le dit, dans le business, vous allez sortir rapidement avec votre plus-value. Donc vous êtes conscient de ça, vous sortez rapidement avec votre plus-value. Soit vous n'êtes pas du tout conscient, mais comme c'est là pas du gain, vous vous dites oui, on y va, et vous ne faites aucune recherche sur le personnage. Il y a tellement d'histoires de ce type, que ce soit sur des projets de marketing de réseau. Tout. Donc, quand moi je vois ça, ah non, la crypto, ça n'a rien à voir. Quand vous prenez par exemple les actions en bourse, puisque moi aussi j'ai investi en bourse, la bourse régionale des valeurs mobilières, et ça aussi, il faut inciter les gens aussi à comprendre qu'il y a tout ça qui est là, mais personne ne s'intéresse. Alors que les entreprises qui vous prennent de l'argent pour lesquelles vous achetez leurs produits et tout, qui se font du chiffre d'affaires de malade, mais vous pouvez être actionnaire dans l'entreprise à la bourse régionale des valeurs mobilières. C'est pareil que les actifs crypto. Quand je prends par exemple sur les marchés internationaux comme le Nasdaq, les valeurs technologiques, toutes les valeurs technologiques en ce moment, la plupart des valeurs technologiques comme Netflix, comme Tesla, elles ont perdu la plupart près de 40% de la valeur. Donc on parle de volatilité du Bitcoin. Mais quand vous comparez, entre 40 et 50% de chute pour ces valeurs technologiques qui sont censées être des valeurs de confiance, je cherche le rapport. Donc pour c'est Lipman. Lipman, j'arrive jamais à bien prononcer. Lipman, en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'amalgames, les gens ne font pas de recherche, ils ne se documentent pas sur comment ça fonctionne. Ils écoutent des gourous, ce qu'on appelle des gourous, et ils ne vont pas plus loin, et s'ils se font avoir malheureusement par la pas du gain, le gain facile. Mais Edith, dernièrement, on a aussi eu une autre crypto-monnaie, Luna, qui a chuté. Bien sûr. Qu'est-ce que tu dis alors par rapport à ça? Est-ce que c'est aussi Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on dit en fait que n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. C'est pareil en bourse. Moi, par exemple, je me rappelle que j'ai acheté une action en 2018 d'une banque ici, je ne vais pas donner le nom, qui est très connue, et je l'avais acheté à 8 000 francs l'unité, quoi. C'était une entrée en bourse. Mais pendant 2 ans, mais je me suis retrouvée à moins 30-40%, quoi. Wow. J'avais acheté près de 1000 unités de l'action. Je me suis retrouvée à moins 40%. Et à un moment, tu te dis, bon, ok, tant que je ne vends pas, je n'ai pas perdu. C'est une moins-value espérée, mais je n'ai pas perdu. Mais à un moment, j'en avais marre. Je suis sortie au bout de la 3e année. Jusqu'à présent, la valeur, cet actif bancaire-là, qui est listé à la BAVM, n'a pas recouvré même la bonne partie. Bon, ça a été à perte. C'est pareil, en fait, l'investissement, vous investissez dans une maison. Et puis, du jour au lendemain, là où vous avez acheté cette maison-là, il y a des inondations parce que la zone n'est pas bonne. Vous avez perdu. C'est pareil, c'est ça l'investissement. On est conscient des risques. Et surtout, on se documente, on se forme, on se renseigne et on est conscient aussi des risques. Ceux qui ont vu qu'à un moment donné, ça a commencé à chuter, comme le cours de Tesla. La personne qui a acheté, par exemple, le cours de Tesla à son plus haut niveau et qui se retrouve actuellement à moins 45%, moins 50%, si un jour, je ne sais pas, peut-être d'ici 2 ou 3 mois, Elon Musk a des problèmes, sachant qu'à chaque fois qu'il tweet, ça fait monter, ça fait descendre, mais ils vont se couper les cheveux. C'est pareil dans tous les domaines d'investissement. Alors, comment faire pour reconnaître la bonne crypto-monnaie où il faut investir? Ne cherchez pas la bonne crypto-monnaie, à la base même de toute façon. Moi, je suis très... avant, je n'étais pas, mais je suis très maximaliste. Maximaliste, c'est ceux
qui se concentre vraiment sur le Bitcoin. Pour moi, c'est la mère des crypto-monnaies. Ah, le Bitcoin. Parce qu'elle a tous les principes du monnaie. Je ne vais pas rentrer dans les détails encore de oui, c'est quoi le Bitcoin ou la crypto et tout. Mais quand on dit je cherche la bonne crypto-monnaie, c'est qu'on est à la recherche du gain. Ah, je veux doubler, tripler. Non. Mais dites, en fin de compte, on veut gagner. Oui, bien sûr, on veut gagner. Bien sûr, on veut gagner. C'est bien de gagner. Mais c'est bien de se former. Moi, franchement, je préfère m'orienter sur ce volet-là. La bonne, la mauvaise crypto-monnaie. La seule chose que je vais vous dire, c'est de faire vos propres recherches. De lire les white papers. Parce qu'une crypto-monnaie, lorsqu'on la sort, lorsqu'une équipe la sort, il y a toujours un white paper qui est associé. C'est-à-dire, dans le white paper, on vous donne l'utilité de cette monnaie, son fonctionnement, les projets auxquels elle sera associée. On vous donne le nom des fondateurs et tout. Ça vous permet de vérifier qui ils sont, les anciens projets sur lesquels ils ont travaillé, est-ce que ça a scamé ou pas. Faites vos propres recherches. Parce que de toute façon, on est sûr de rien. Oui. Mais mon seul conseil, faites vos propres recherches. Intéressez-vous, rapprochez-vous des communautés qui sont autour de ces monnaies-là. Parce qu'il y a des communautés qui sont autour des blockchains. Une blockchain, c'est un processus, c'est un consensus. C'est ce qui permet de pouvoir, à la suite de ça, dans ce grand registre ouvert qui est accessible à tout le monde, certaines blockchains ont des tokens, ont des monnaies, ont des crypto-monnaies, par exemple. Donc, rapprochez-vous de ces communautés pour pouvoir voir ce qu'elles disent sur les réseaux sociaux. Principalement, c'est sur Twitter, en général, que les communautés crypto échangent. Facebook, pas vraiment. Pas vraiment. Non, je vous déconseille. Twitter, posez des questions, renseignez-vous et tout. Et puis après, faites vos propres décisions parce que vous êtes des adultes, vous n'êtes pas des enfants. Voilà. Ok, on va parler d'investissement sur le territoire. Alors, sur cette chaîne, il y a plusieurs personnes de la diaspora qui aimeraient investir en Afrique et peut-être particulièrement en Côte d'Ivoire. Toi qui t'es frotté à plusieurs secteurs, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui à une personne de la diaspora qui veut investir en Afrique? Bon, je ne suis pas une experte. Hein. Je pense qu'il y a des chaînes YouTube que vous connaissez qui savent très bien donner ce genre de conseils. Mais pour ce que je vois, je dirais en tout cas, si vous aimez, c'est vrai que moi, je ne suis pas forcément fan, c'est pas ma passion, l'agriculture. Mais je pense que dans l'agriculture, il y a quelque chose à faire. Mais est-ce qu'il n'y a que l'agriculture? Non, il n'y a pas que l'agriculture. Mais franchement, là où ça rapporte, en tout cas pour les personnes que je côtoie et qui sont dans ce domaine, parce qu'on aura toujours besoin de manger, qu'il y ait la guerre ou pas. Donc, l'agro-industrie. Franchement, pour les jeunes filles que je coach qui sont dans ce domaine, il y a énormément d'opportunités dedans. Énormément d'opportunités. Il y a des projets dans l'agriculture, dans la pisciculture, en tout cas tout ce qui concerne l'alimentaire, l'investissement dedans est accompagné. Maintenant, en dehors de ça, on va dire le classique, hein, peut-être immobilier. L'immobilier. Le classique, le pur et dur. En général, c'est là où les milliardaires aiment investir ici. L'immobilier. Maintenant, si vous voulez prendre des risques, après des risques mesurés, c'est possible, je vous demanderai aussi de voir du côté des fintech. Du côté des fintech, parce qu'il y a de plus en plus de startups dans ce domaine qui explosent et qui se développent très bien. Je prendrai par exemple l'exemple de Jamo, hein, qui se développe très très bien. Qu'est-ce qu'ils font? Success Story, c'est une carte, on va dire, bancaire digitalisée qui vous permet d'avoir accès à une application. Vous pouvez faire des achats, dépenser en tout cas votre argent, recevoir des paiements sur cette carte. Et dernièrement, ils ont ouvert un coffre-fort donc à l'intérieur de cette application qui vous permet de pouvoir automatiquement, sans réfléchir, sans penser à ça, de pouvoir automatiquement épargner sans forcément avoir tous les jours à dire « Ok, je vais mettre 10 000 francs de côté, 20 000 francs de côté en fait. » Et voilà, ils se développent très bien, ils ont levé des fonds et tout. Et je pense que dans le secteur des fintech, ici, il y a beaucoup de potentiel. Très bien. Alors, Edith, lorsqu'on t'entend parler, on a l'impression que ta vie est calme. Lorsque tu veux changer, j'aime tu changes. le calme. Franchement, je ne me prends pas la tête. Tu te prends vraiment pas la tête. Mais est-ce que dans ton parcours, tu as rencontré des obstacles qui ont failli te clouer? Si oui, quels sont ces obstacles? Obstacles, bon, peut-être à un moment donné, quand j'avais lancé mon agence à la base, je voulais plutôt créer un média.
un média du style BuzzFeed ou Brut. Et bon, il fallait beaucoup de moyens quand même. Et bon, j'ai pas bénéficié de cet accompagnement avec les business angels. En tout cas, ça n'a pas suivi parce qu'il faut beaucoup d'investissement et tout sur une certaine durée. Et voilà, malheureusement, ça n'a pas fonctionné et j'ai dû me rabattre sur ma vache à lait, donc la com digitale. Sinon, à la base, à un moment donné, je voulais vraiment m'orienter médias, un peu comme les médias bruts, et produire du contenu vidéo, informatif et tout ça, parce que j'adorais ça. Et voilà, ça a été mon obstacle. Et puis bon, je suis pivotée et puis je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Ouais. Alors, dernièrement, tu as eu un nouveau bébé, un petit garçon. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, comment est-ce que tu réussis à joindre toutes tes activités et à maintenir l'équilibre dans ta famille? Je gère comme un homme général, hein. Je m'adapte. Je veux dire, c'est peut-être quelque chose en plus dans mes charges, dans mon quotidien, mais c'est pas vraiment une difficulté pour moi. C'est vrai que c'est la question qui revient souvent pour les femmes, comment on arrive à gérer la famille, le travail. Et c'est là où on voit qu'il y a beaucoup de... C'est unfair, comme on dit, c'est un peu injuste. Parce que la femme, en fait, elle gère plusieurs choses à la fois et elle gère aussi les émotions. Exactement, la charge mentale. Voilà. Et c'est là qu'on voit qu'on gère beaucoup, en fait. Et la charge mentale, les enfants, l'éducation, alors que le monsieur, bon, lui, il se lève, il mange, check, et puis ça va, quoi. Et puis après, il revient, il mange ensuite, et puis il dort. Alors que nous, on va gérer tous ces aspects autour, tout ça. Donc, oui, non, je le fais normalement, et comme je me vois toujours en mouvement en général, et comme j'ai ces trois petits garçons que j'ai, pour moi, c'est pas vraiment une difficulté. C'est vrai que émotionnellement, ça prend du temps parce que quand vous recevez un coup de fil de la maison, vous dites oh, il y a un problème. Tout de suite, quand vous recevez un coup de fil de l'école, il y a peut-être un souci et tout ça. Mais en tout cas, je m'adapte et je me dis que ça fait partie de mes... Ça doit faire partie de mes priorités en fait. De la même manière que le travail fait partie de mes priorités, de la même manière la famille aussi fait partie de mes priorités. Et voilà, je me dis que j'ai pas d'autre choix que de gérer et de bien gérer parce que ce sont des futurs hommes que je suis en train d'élever, d'éduquer. Et il faut que je fasse autant que possible, du mieux possible. Super. Alors, Edith, quels sont tes 3 secrets de succès? 3 secrets de succès. Oui, on veut savoir. En fait, il y a une phrase que je me répète tout le temps, en fait. De toute façon, il n'y a qu'une seule vie. Les moments où je n'ai pas envie de faire quelque chose, où je ne suis pas motivée, tout ça, je me répète cette phrase à chaque fois. Parce que c'est pas comme dans un jeu vidéo. Je peux faire une deuxième, troisième partie, jusqu'à 9 parties et tout. Là, c'est un seul shot, un seul tir. Si le tir est raté, c'est raté. Donc à chaque fois, je me répète cette phrase. Quand je veux avancer, quand je me lance dans un nouveau projet, que j'ai un étudiant et tout ça, je me dis, tu n'as qu'une seule vie. Donc fais-le bien, fais-le autant que possible. Et surtout, le deuxième peut-être, c'est profite. Ne te prends pas la tête, tu n'aimes pas me prendre la tête. Ok. Ah, j'ai vu ça. Hein? Quand je suis dans un boulot, quand je suis dans une tâche, je suis à fond. Tant que je n'ai pas fini, je ne m'arrête pas. Ok. Pas que je suis une maniaque qui travaille, mais en tout cas, j'essaie de le faire au mieux et de me concentrer là-dessus. Mais je n'aime pas me prendre la tête. Et ça, je ne me mets pas de charge supplémentaire. Je suis vraiment équilibrée. Si je réussis, si je n'ai pas, ok, on y va. Après, il y aura d'autres occasions. On a des milliards de possibilités sur le terrain. Donc, je prends tout avec calme. Je ne prends pas les émotions des gens. J'ai appris à ne plus prendre les émotions des gens. Et j'ai appris à avancer avec. Et comment tu fais ça? Mais je me dis en fait que ça m'a permis de sortir de ma timidité quand j'étais encore à la fac. Parce que je suis une grosse timide. J'étais même agoraphobe. Ça y est, la peur de vous imaginez. Donc, à un moment donné, je me suis dit, en fait, regarde les gens dans les yeux, il ne faut pas tout manger en fait.
Ils vont pas te manger. Tu vas défendre un projet, tu vas défendre ton business devant un client et tout. Il va pas te manger. De toute façon, vous êtes des êtres humains. Tu peux dire non, et puis bon, c'est fini. Mais les gens vont te dire, ouais, on t'aime pas et tout. Oui, ils sont derrière leur ordinateur. Voilà, c'est tout, la vie continue. Vas-y, fais ce que tu veux. Mais moi, je suis zen, je me prends pas la tête parce que j'ai vu tellement de gens autour de moi se prendre la tête. Se mettre la pression pour des choses pour lesquelles peut-être ils ne peuvent pas assumer et finalement se retrouver sous le poids du stress, sous le poids de la charge mentale et tout. Je me dis non, ça c'est pas pour moi. Donc, vraiment, mon deuxième c'est que le succès. Si on appelle ça du succès, c'est vraiment que je me dis et ça se voit même dans ma manière d'être. Je suis un peu émotionnelle, c'est vrai. Mais ça, ce sont mes petits garçons qui me font réagir comme ça. Mais j'essaie de me retirer de mon niveau le maximum de stress aussi. Le troisième et le dernier. Le troisième et le dernier, ça va être compliqué, je sais pas, je cherche, mais j'essaie d'être ouverte en fait. J'essaie de satisfaire ma curiosité, d'apprendre. Non, c'est l'apprentissage surtout. L'apprentissage. J'aime apprendre. J'aime apprendre. Je me dis que si j'arrête d'apprendre, c'est que je suis dans ma tombe. En fait. C'est exactement ça. Je ne finis jamais d'apprendre. Je suis ouverte à toutes les cultures possibles. Je suis ouverte à toutes les nouveautés possibles, surtout dans le domaine dans lequel je vais dire j'ai baigné pendant longtemps, je baigne aussi actuellement. Je veux pouvoir voir le futur de mes enfants en même temps que parce que ce qu'on vit, ce qu'on est en train de voir, tout ce qui est technologie et tout, et même des voitures volantes maintenant, bref, je veux apprendre et continuer à apprendre pour pouvoir voir le futur que eux ils vont vivre en fait, que je ne vivrai pas parce que je ne serai pas là. Oui. Et pour moi, c'est une joie immense et une véritable excitation d'apprendre toujours des jeunes. J'aime apprendre des jeunes, j'aime apprendre, mais j'aime apprendre de la jeunesse. C'est ça. Parce que grâce à la jeunesse et aux plus jeunes, je me projette dans le futur avant d'y être, même si peut-être que je n'y serai pas, mais j'arrive à le voir avec eux. Et ça, c'est une bénédiction immense. Donc, vraiment, apprendre de la jeunesse, être proche des jeunes et continuer à apprendre, ça, c'est vraiment mon premier secret. J'ai aussi remarqué que tu es beaucoup dans l'empowerment des femmes. Ouais. Pourquoi tu as décidé de faire de ça un combat? Mais si on ne le fait pas, qui le fera? Si on ne le fait pas, qui le fera? Parce que dès la naissance, c'est ça. Une femme, elle est censée se battre 2 fois plus qu'un homme. On lui prêtera des préjugés. Non, ne fais pas d'efforts et tout. La société est là pour le faire pour toi. Mais lorsqu'elle veut s'émanciper, lorsqu'elle veut avancer et prouver de quoi elle est capable, la société lui met des bâtons dans les roues. Donc, pour moi, je considère que m'engager pour les femmes, c'est important. Même si je n'ai pas de petite fille, pour moi, c'est important parce qu'une femme, des femmes, voire de plus en plus de femmes dirigées, pourquoi pas être à la tête de nos États, ça va être un plus énorme pour nous. C'est nous qui nourrissons les hommes. Quand il y a des crises, ce sont les femmes du vivrier qui nourrissent nos pays, surtout la Côte d'Ivoire. Ce sont les femmes qui nourrissent. Ce sont les femmes qui se lèvent très tôt le matin pour aller prendre de l'eau au puits, pendant que l'homme dort, revenir à la maison, faire toute la nourriture et tout, aller au champ après et tout. Mais sans les femmes, qu'est-ce qu'on ferait? Et il faut leur donner la possibilité de croire en elles, parce que beaucoup de femmes ne croient pas en elles. Et ça, franchement, c'est ma motivation. Si j'arrive à aider les femmes à croire en elles, à montrer de quoi elles sont capables, qu'elles peuvent tout faire. Il n'y a pas de limite, en fait, qu'elles peuvent tout faire. Et surtout donner la compréhension aux femmes et à la société aussi, parce qu'il y a des e-for-she, leur faire comprendre que les femmes aussi ce sont elles qui doivent décider de leur corps. Ce n'est pas la société patriarcale. Ce sont les femmes elles-mêmes qui doivent décider de ce qu'elles peuvent faire de leur corps. Et ça, je n'ai jamais cessé d'avoir cet engagement, puisque je suis aussi sympathisante de la Ligue ivoirienne des femmes, qui a eu à porter de nombreux combats. Voilà, quoi. Je suis une féministe qui s'assume et qui a un homme féministe aussi à ses côtés. Waouh. Ça, c'est rare. Ah oui. Et je forme des futurs féministes. Donc, j'ai 3 garçons. Ce sont des futurs féministes. Ok, super. Alors, Edith, quel est ton mot de fin pour tous ces jeunes qui t'écoutent, qui te prennent pour exemple, qui veulent suivre peut-être tes pas ou bien s'inspirer de ton histoire? Quel est ton mot de fin? Je leur dirais
de croire en eux. C'est vraiment important. Croyez en vous. Ne restez pas dans votre petit monde. C'est souvent ça le problème. Les jeunes restent dans leur petit monde. Ouvrez-vous au monde. Même si vous n'avez pas la possibilité de voyager, faites du bénévolat. Les jeunes Américains, là, ils font beaucoup de bénévolat. Ce qu'on appelle les Peace Corps. Déjà à 16 ans, 17 ans, ils vont dans des pays africains pour venir faire un peu de social et tout. Mais vous-même, vous pouvez vous engager dans le social. C'est comme ça que vous pouvez vous démarquer. Faites beaucoup de bénévolat parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Beaucoup de bénévolat. Apprenez, continuez d'apprendre. Ne vous mettez pas de barrières en fait. Et même si vous rencontrez des difficultés, dites-vous que chacune des difficultés que vous rencontrez, c'est une manière pour vous de vous améliorer. Moi, c'est comme ça que je vois les difficultés. Pour moi, c'est le carburant. À chaque fois que j'ai eu des périodes de difficultés, ça m'a permis de décupler mon potentiel. Je me dis, ah, tu as pu sortir de ça? Non, c'est que tu es trop forte. J'ai développé une nouvelle compétence. C'est surtout dans les situations de complications que je développe des compétences. Donc, saisissez les difficultés comme des opportunités pour vous renforcer, pour vous améliorer et pour être toujours meilleur. Et surtout, mettez-vous dans les métiers qui vont exister dans 10 ans. Parce que c'est vous, là, dans 10 ans, 20 ans, là, qui allez prendre notre place. Donc, dès maintenant, là, intéressez-vous aux métiers qui vont bien payer, qui vont exister dans 10 ans, 20 ans, pour ne pas être dans les problèmes. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore, Edith, d'avoir accepté cette interview. Je suis vraiment honorée de passer ce moment avec toi. J'ai beaucoup appris. Il y a des recherches que je vais encore faire par rapport à la blockchain et peut-être m'engager aussi. On t'attend, la communauté des femmes de la blockchain. Hein? Ah, pourquoi pas? Donc, certainement, je viendrai. Merci les amis. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. On se retrouve une autre fois.